Bonjour, aujourd'hui on va parler du cas du personnage de Kirara dans Jujutsu Kaisen. Kirara, donc c'est une personne transgenre, elle a été confirmée de par sa relation avec son petit ami comme étant une personne transgenre, parce que son petit ami la traite comme sa copine. Et sauf que il y a des personnes japonaises surtout, en majeure partie japonaises, que ça dérange. Et donc pourquoi c'est des personnes en partie japonaises que ça dérange? Parce que le gouvernement japonais a des positions rétrogrades sur la transidentité et donc les citoyens japonais se sentent légitimés dans leur transphobie par leur gouvernement. Et donc, quelle est la situation? C'est-à-dire que les Japonais c'est la fanbase japonaise de Jujutsu Kaisen qui a un comportement transphobe et qui est du coup recadré par la fanbase américaine de JJK. Pendant que la fanbase française ne se préoccupe pas de la haine transphobe que Kirara, à laquelle le personnage fait face en ligne. Donc à laquelle Kirara fait face en ligne. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça montre que les Japonais se sentent légitimes dans la transphobie parce que c'est le gouvernement lui-même qui légitime la transphobie des citoyens japonais en ayant des positions rétrogrades, c'est-à-dire en empêchant notamment les hommes transgenres d'avoir accès à leurs droits reproductifs et de fonder une famille. La transition est conditionnelle au Japon au fait de ne pas avoir de famille et donc les personnes transgenres ne peuvent pas avoir accès à leurs droits reproductifs et ne peuvent pas fonder de famille au Japon. Et donc ces positions donc confortent les citoyens japonais dans leur transphobie. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a une lame de fond progressiste qui est comparable, même plus forte, à celle qu'il pourrait y avoir en France. Et comment est-ce qu'on le sait? Parce que ce sont du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ce sont les citoyens américains, donc la partie américaine de la fanbase, qui ne comprend pas la transphobie de la fanbase japonaise et qui essaye de la combattre. C'est ce qu'on voit dans plusieurs shorts. Et pendant ce temps, que fait la fanbase française représentée notamment par le chef otaku? Il ne se préoccupe pas du conflit concernant Kirara et il continue d'analyser l'œuvre dans son ensemble et il s'intéresse plus particulièrement à la scène, à l'arc du clan Zenin. Et donc ça pose des questions parce qu'on voit que sur la question de la transphobie, ce sont les Américains qui sont à la pointe et les Français qui sont attentistes, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit l'inverse. Ce qui veut dire qu'il y a une lame de fond dans la fanbase de JJK, il y a une lame de fond progressiste américaine dans la fanbase de JJK. Et ça veut dire que la fanbase française est beaucoup moins politisée que la fanbase américaine ou japonaise. C'est conclusions qu'on peut en tirer. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Que la fiction et la politique, c'est pas deux domaines séparés, vu que les comportements d'un gouvernement légitiment les comportements des citoyens envers un personnage fictif. La question qu'on pourrait se poser, c'est imaginons que Kirara ce soit une personne réelle, une personne physique, donc une personne réelle. Les comportements seraient les mêmes. Et donc ça pose la question de la responsabilité des États dans la transphobie des citoyens, vu que l'État a le monopole de la force légitime. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir le monopole de la force légitime et de la violence légitime? C'est ce qu'on dit, l'État a le monopole de la violence légitime. Et bien là, on voit que c'est valable aussi avec le monopole de la violence symbolique dans les espaces numériques au sens bourdieusien du terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État il légitime la violence symbolique des citoyens sur les réseaux sociaux à travers le langage ordinaire. Ça veut dire que l'État, il légitime, en ayant des positions rétrogrades sur la transidentité, dans le cas du Japon, il légitime la violence de langage. Mais comment ça se caractérise concrètement, cette violence de langage? Cette violence de langage, ça se caractérise par l'utilisation du pronom neutre démonstratif ça pour désigner les personnes transgenres dans des phrases, ce qui sous-entend une distance synonyme de dégoût, et ce qui sous-entend que la transféminité serait une idée, un concept, une chose, ou voire quelque chose de bestial, quelque chose de non humain.
ou une idée, quelque chose de désincarné, de bestial ou de non humain, et ça s'entend une distance avec le locuteur, qui est synonyme de dégoût. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche à disqualifier la transidentité du personnage en disqualifiant la sexualité du petit ami de Kirara. Donc le but, c'est de disqualifier la sexualité du petit ami de Kirara en niant son auto-déclaration, malgré les scènes présentes au chapitre 153 de Jujutsu Kaisen qui confirment que le comportement du petit ami en ce qui concerne sa sexualité, il correspond à ses déclarations, pour en fait venir du coup on légitime la sexualité du petit ami de Kirara pour venir remettre en cause son identité. Et donc, ça signifie que, en fait, la stratégie, elle est basée sur le langage ordinaire, donc sur une forme de violence symbolique, ça on l'a dit. Et c'est une attaque par ricochet. On attaque la sexualité d'une personne en demandant son historique de séduction, qui doit être vierge de tout homme dans le cas de l'hétérosexualité qui nous préoccupe. Et donc, ça pose un problème parce que où s'arrête l'historique ? Bientôt, les partenaires des personnes transgenres, elles devront fournir leur historique, l'historique de leur navigateur sur leur portable, sur leur ordinateur, l'historique de leur télé, l'historique de leurs contacts, même jusqu'où s'arrête l'historicité des relations amoureuses pour prouver que nos déclarations sur notre orientation sexuelle correspondent bien à la réalité. Jusqu'où ça s'arrête ? Ça pose vraiment une question. Parce que là, c'est appliqué à un personnage de fiction, mais ça va finir par être appliqué à des personnes physiques. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que déjà, cette logique, elle est dangereuse et elle est absurde. Elle conduit à des absurdités comme demander l'historique d'une personne hétéro pour voir si elle n'a pas regardé du porno gay parce qu'elle est avec une femme trans. Et même chose avec un homme trans. Sauf que bizarrement, oui, si, ça marche dans le cas contraire aussi. Bref. Et donc, ça prouve que les gouvernements, ils ont une responsabilité politique dans l'usage de la violence politique, vu que c'est eux qui ont l'usage légitime. Enfin, pas de la violence politique aussi, mais de la violence symbolique, pardon. Donc oui, ils sont responsables de l'usage par les concitoyens de toutes les formes de violence, vu que c'est eux qui détiennent l'autorité qui légitime l'utilisation de la force. Et donc les États, ils ont une responsabilité là-dessus. C'est pas que aux plateformes de réguler. D'ailleurs, la régulation par les plateformes, elle a été abandonnée à cause du régime fasciste de Donald Trump. Parce que, en fait, Trump, il a des liens avec YouTube, il a des liens partout. En gros, il a le bras long et du coup, les personnes transgenres ne sont plus protégées contre la haine dans le règlement de YouTube. Donc ça prouve le danger du fascisme américain en termes de dérégulation des réseaux sociaux, qui est problématique parce que ça permet à la transphobie de se propager. Donc on voit bien qu'il y a un lien avec le politique. Si les politiques sont queer-friendly, il y a une meilleure régulation des réseaux sociaux et les citoyens ne se sentent pas légitimés par la politique de leur gouvernement dans leurs actions transphobes. Mais si la superstructure de l'État, comme c'est le cas en France, se fascise, alors les citoyens vont être désinhibés et on va assister à un renversement des valeurs des citoyens où les valeurs les plus conservatrices vont pouvoir s'exprimer en public et donc on va assister à des discours de haine qui vont proliférer sur les réseaux sociaux dérégulés par une superstructure fascisée, par une classe politique fascisée qui va fasciser des citoyens en voie de fascisation. Et c'est d'un cercle vicieux qui permet la propagation de la transphobie et les violences transphobes, aussi bien dans le langage ordinaire de manière symbolique que physique. Et donc ça va finir par des actes physiques, donc pas seulement du cyberharcèlement, mais aussi des actes physiques dans la vraie vie. C'est pour ça qu'il faut que les gouvernements prennent leurs responsabilités pour permettre au niveau européen des lois qui permettent la régulation des médias pour contrecarrer
le fascisme et l'internal réactionnaire dans son ensemble. Donc c'est le premier module d'un podcast. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu.